Fille d'agriculteur, France Dionne fait carrière en administration et occupe très tôt des fonctions à l'étranger. Elle est recrutée par le Parti libéral pour l'élection de 1985 et représente fièrement le comté de Kamouraska-Témiscouata jusqu'en 1997. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Mme Dionne. Bonjour, John. Bienvenue à Mémoire de député. Bien, merci de m'accueillir. En 1994, Robert Bourassa n'était plus le chef du PLQ. Il semblait, d'après les sondages, que le Bloc québécois et le Parti québécois avaient vraiment le vent dans les voiles. Alors, avez-vous hésité à vous présenter cette élection-là? J'ai réfléchi beaucoup parce que, encore là, j'avais toujours le regret de ne pas avoir eu le temps de faire des études universitaires. Et ça, c'était personnel. Alors, dans ce sens-là, je voyais que... Alors, c'était une possibilité. Et M. Bourassa, avant qu'il parte, m'avait dit, « France, si tu veux aller étudier, j'avais été voir à Chicago, il y avait une université là-bas qui était intéressante. Il m'avait dit, si tu veux effectivement poursuivre tes études, travailler à la délégation du Québec à Chicago en même temps, on peut organiser ça. » Toutefois, je suis retournée dans le comté quand il a fallu penser à se représenter. Et là, la population m'a convaincu que de continuer n'était pas une erreur. Et d'ailleurs, j'ai été réélue en 1994 lors des élections. Et alors, c'était pour un troisième mandat. Est-ce que vous avez senti que ça pourrait être difficile vu que la situation politique avait changé depuis que Bourassa soit revenu? Effectivement. C'est parce que là, on avait fait 2 termes, 9 ans. Alors, tu sais, les 9 ans au Québec, c'est toujours des périodes importantes. Alors, on sentait que les gens voulaient effectivement aussi du changement. M. Bourassa était parti. On avait comme chef Daniel Johnson qui l'a remplacé, tout ça. Mais on sentait, et d'ailleurs, dans la région du Bas-Saint-Laurent, moi, je suis la seule qui a été réélue. En tant que telle. Donc, j'étais assez fière de ça. Mais ça avait été beaucoup plus difficile en 1994, bien sûr. Et oui, c'est vrai, vous avez gardé votre comté avec une faible majorité, oui, comme vous dites. Le Parti québécois a pris le pouvoir. Après 2 mandats au gouvernement, comment c'était de devenir député de l'opposition? Bien, c'est toute une adaptation parce que, d'une part, on nous donne des dossiers bien précis à s'occuper. Donc, moi, j'avais pendant un temps l'agriculture. Ensuite, j'ai eu les ressources naturelles avec la forêt. Donc, je connaissais déjà ces dossiers-là. Mais en même temps, à l'opposition, on dit que c'est un apprentissage, mais il faut apprendre à critiquer. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que j'ai toujours travaillé beaucoup plus activement quand c'est positif, quand on avance. Alors donc, j'avais réfléchi à tout ça et c'est pour ça que on m'a sollicité pour me présenter au fédéral pendant... Et c'était un plus grand comté. C'était Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup-les-Basses, donc un grand comté. Et j'ai dit oui parce que je pensais qu'on pouvait aller chercher plus pour le comté si on était avec l'équipe qui était au pouvoir. Alors, c'était M. Chrétien et le Parti libéral, que de travailler à l'opposition. Puis, on avait un député à l'opposition qui était là du Bloc à l'époque. Oui, mais vous saviez sans doute qu'il serait difficile de défaire le député du Bloc. Avez-vous regretté la campagne ou est-ce que ça vous a plu quand même? En fait, quand on prend des risques quand on se lance, hein? Oui. Et je pense que c'est la décision la plus difficile. Ce qui est plus difficile, c'est de se décider. À partir du moment où on est décidé, on y va. On y va, on donne le maximum qu'on peut donner. Moi, j'ai toujours cru au Canada. En tant que tel, pour moi, on ne devait pas défaire, on devait construire. Puis on était capable au Québec de bien se positionner si on donnait le maximum. Alors, dans ce sens-là, je me suis présentée, j'ai expliqué aux gens pourquoi j'allais au fédéral, que je voulais aller chercher des programmes
qui était nécessaire pour développer le comté. Et malheureusement, ben, on était 3 candidats, le député sortant qui était conservateur, et on a divisé le vote fédéraliste. Alors, le député du Bloc est passé. Après cette défaite, vous avez travaillé à votre compte comme conseillère et au service des organisations publiques encore. Vous avez complété votre maîtrise en administration publique à l'École nationale de l'administration publique en 2001. Oui. Est-ce qu'il est différent, et c'était bien sûr avant de devenir le délégué du Québec à Boston de 2004 à 2010, et je me demande, avec votre expérience à l'international, est-ce que c'est plus difficile de représenter une province qu'un pays? Non, je ne dirais pas que c'est plus difficile parce que la délégation était déjà ouverte depuis plusieurs années, Boston. Et les liens entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre, c'est des liens naturels. Comme je vous expliquais, mon arrière-grand-père qui est allé lui-même à l'époque là-bas. Donc, il y a beaucoup d'affinités entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre chez les francophones, mais de façon... il y a beaucoup de complicité également. Alors, c'était pas... il y avait un consulat aussi, il est toujours là, consulat du Canada à Boston, qui couvrait à peu près le même territoire. Alors, il s'agissait de s'entendre puis être complémentaires. Moi, je me disais que c'est ça qui est important, d'aller chercher le maximum pour que les relations soient les plus dynamiques. Alors, nous, au Québec, on avait des secteurs, quand j'étais là, qui étaient fort intéressants, comme on développait tout le capital de risque dans les secteurs des biotechnologies, ces choses-là. Alors, c'était des nouveaux secteurs dans lesquels autant la Ville de Québec que Montréal étaient excellents. Alors, on voulait attirer des capitaux au Québec pour qu'ils puissent venir investir dans nos jeunes entreprises. Alors donc, c'était fort intéressant. Plus on était dynamique, mieux c'était. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'à Boston, compte tenu du nombre d'universités, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'international. Des jeunes qui arrivent d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, qui viennent apprendre les rouages nord-américains, américains et tout ça, et qui retournent dans le pays. Donc, ce qui fait que la Nouvelle-Angleterre et Boston en particulier, c'est très dynamique. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas un professeur à Boston qui pouvait se permettre de ne pas écouter un étudiant, américain ou étranger, parce que ces étudiants-là c'était des liens d'avenir, c'était des nouvelles idées, des nouvelles technologies en tant que telles, des nouvelles entreprises. Donc, ça fait un contexte à Boston qui est très stimulant intellectuellement. Pour tous ceux qui regardent la scène de Boston, la scène universitaire, la scène du développement des entreprises et du capital de risque. Alors, quand on parle du Québec à Boston, on parle des belles choses qui se passent au Québec, des nouvelles inventions, de la dynamique, de tout ce qu'on peut faire de bien, et c'est ça qui m'intéressait. Est-ce que la délégation essaie de recruter ces étudiants internationaux pour venir au Québec ou est-ce que ça fait partie d'un autre, mettons, appareil gouvernemental québécois? Oui, parce que, premièrement, les étudiants québécois qui venaient compléter leurs études en Nouvelle-Angleterre et surtout dans la région de Boston, doctorat, études postdoctorales. On essayait de les récupérer pour qu'ils reviennent au Québec. Ça, c'était la priorité. Et ensuite, on avait commencé à travailler au recrutement d'étudiants étrangers qui ne pouvaient pas rester aux États-Unis pour toutes sortes de raisons, mais qui avaient aussi des très belles formations qui pouvaient venir nous aider ici au Québec. Alors donc, c'était effectivement un objectif de plus en plus large et de le voir dans chacun des secteurs d'activité où on avait des forces, où on avait certaines faiblesses qu'on voulait compléter par une connaissance et un savoir-faire qu'ils avaient. Alors, oui, absolument, c'était important. Alors, pour vous, ce n'était pas un handicap, si je peux utiliser le mot, de travailler pour un gouvernement subnational? Non, pas du tout, pas du tout. Et on avait des relations avec tous les États. Il y avait les 6 États de la Nouvelle-Angleterre. On a signé des ententes importantes. On se souviendra de 2001. Donc, on avait des ententes sur la sécurité, des ententes économiques avec certains des États, des conférences annuelles Nouvelle-Angleterre et les provinces de l'Est du Canada. Donc, on faisait de plus en plus une force. D'ailleurs, l'Ontario regardait les choses de près et voulait s'intégrer avec nous parce qu'il sentait bien la force de cette région.
En 2010, vous faites un retour en politique active lors de l'élection partielle dans votre ancien comté. Pourquoi êtes-vous revenu? Ben, en 2010, je rentrais. Ça faisait 7 ans que j'étais à Boston. Oui. Donc, normalement, on fait 3-4 ans. 7 ans, c'était quand même un très bon mandat. Et là, j'étais due pour un changement. Je devais rentrer. On regardait les possibilités d'entrer. Et Claude Béchard, qui m'avait remplacé en 97 comme député, était décédé. Et c'était le comté, je le connaissais, j'avais le goût de rentrer, de retourner voir mes gens. Et je voyais qu'il y avait aussi un travail qui avait été fait, puis que je pouvais continuer de faire ce travail-là dans le comté. Alors, ça m'intéressait de reprendre les armes et de faire la campagne. Mais on se souviendra qu'en 2010, c'était une campagne difficile. Parce que c'était au moment où le Parti québécois, l'opposition, voulait avoir une commission d'enquête publique sur toute l'industrie de la construction. Oui. Alors donc, le contexte provincial n'était pas nécessairement le meilleur, là. Ça, j'en étais consciente et ça allait jouer aussi, effectivement, dans les résultats. Oui, mais est-ce que l'ADQ avait une présence à ce moment-là dans votre comté? Est-ce que ça fait une différence dans la distribution des votes? Oui, je pense, écoute, de mémoire, je pense que oui, parce qu'ils c'était le troisième parti, puis ils ont dû, oui, effectivement, là, parce que quand on a fait les débats, je me souviens, nous étions 3, et oui, l'ADQ, je pense, avec Mario Dumont à l'époque, était quand même très présent, puis lui, c'était le député du comté voisin. Oui, mais perdre de 300 votes, il y a dû avoir plusieurs facteurs, j'imagine, parce que c'est très mince comme C'est perte. 196 votes. 196? Ah 196. oui? Oui, je me souviens de ce chiffre-là. Oui, puis il y avait aussi un contexte qui était les agriculteurs à l'époque, le monde agricole, d'où je venais, ils étaient en revendication parce qu'il y avait eu une très mauvaise saison dans le secteur du porc et tout ça. Alors, il y avait des revendications et le gouvernement à l'époque n'était pas capable de répondre probablement de façon adéquate. Alors, il y avait eu aussi des agriculteurs qui étaient un peu déçus là, de la réponse. Alors, moi, je leur disais que c'était pas mon élection qui allait changer les choses, mais que j'allais travailler pour eux par la suite. Mais ils étaient un peu impatients. En 2011 et 2015, vous étiez sous-ministre au ministère de la Culture et des Communications. Oui. Vous étiez aussi administrateur d'État aux emplois supérieurs au Conseil exécutif. Vous étiez prêté à la Ville de Québec comme directrice des relations internationales. Oui. Comment est-ce qu'on réussit à changer de job si souvent? En fait, il y a un bout dont je ne suis pas responsable. Vous vous souviendrez, quand le Parti québécois est arrivé au pouvoir, moi, j'étais responsable du patrimoine. J'étais sous-ministre adjointe au patrimoine, mais aussi aux politiques du ministère. Donc, c'est évident que le nouveau gouvernement du Parti québécois regardait ma position comme une position stratégique pour que ce soit des négociations avec le fédéral au niveau des communications et tout ça. Bon, alors, ce qui faisait que je n'étais peut-être pas nécessairement la personne la plus désignée pour le Parti québécois à ce poste-là. Alors, c'est pour ça qu'on m'a ramené au conseil exécutif en tant que tel. Puis j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai aidé tous les jeunes cadres qui voulaient devenir titulaires d'emploi supérieur avaient besoin d'un programme. J'ai travaillé sur ce programme-là pendant un temps. Et le maire de Québec, quand il était venu à Boston pendant que j'étais là, avait apprécié le travail que j'avais fait. Il m'avait demandé de venir travailler pour lui. Alors, j'avais dit, je vais y penser, tout ça. Et puis, là est arrivé le moment où il y avait le poste de directeur des relations internationales de la Ville de Québec qui était disponible. Et alors, il m'a demandé à nouveau et j'ai dit oui. Je voulais voir cette expérience-là. Puis en même temps, ce qu'on voulait faire et ce qui était son ambition, c'est de développer un réseau de villes francophones et francophiles en Amérique du Nord.
Donc, mon premier dossier, c'était celui-là. Compte tenu que j'avais fait la Nouvelle-Angleterre et les États-Unis, je connaissais bien ce territoire. Et on a commencé à travailler sur le dossier en tant que tel. Et ce dossier-là, d'ailleurs, je pense que ce réseau-là existe toujours, mais il a été confié maintenant au Centre de la francophonie des Amériques. Ah. Donc, il n'est plus dans les mains de la Ville de Québec en tant que tel, mais on a initié ça ensemble à l'époque, pendant le temps que j'étais là-bas. Mais personnellement, changer d'emploi dans des secteurs complètement, mais pas complètement différents, mais différents quand même avec leur façon de faire, est-ce que c'est difficile pour une personne de faire ça? Bon, il faut toujours s'ajuster, hein, c'est clair. Et quand je pense que la maîtrise en administration publique que j'ai suivie, tout ça, m'a permis de voir différents secteurs. Il faut apprendre une certaine souplesse quand on est titulaire d'emploi supérieur. Il ne faut pas oublier qu'au gouvernement, on applique pour un poste de cadre. Hein? On applique, alors on fait des concours et tout ça. Mais quand on devient titulaire dans le poste supérieur ou administrateur d'État, c'est le ministère du Conseil exécutif et le Conseil des ministres qui décident où on va aller. Alors, on n'est plus, on n'est plus sélectionné de la même façon. Donc, on se doit d'être polyvalent. Parce qu'on peut se retrouver dans un ministère ou dans un autre, parce qu'au moment où la décision est prise, c'est en fonction de priorités gouvernementales et non en fonction d'un poste qu'on désire avoir. Wow. C'est ça. Donc, c'est ça la nuance. Okay. C'est pour ça que la souplesse, je pense que j'ai acquise dans mes différentes expériences passées, plus la formation à la maîtrise, m'a donné ce doigté-là qui m'a servi et qui m'a permis de connaître différents postes. Et depuis 2015, vous êtes la directrice générale de l'Institut de tourisme et de l'hôtellerie du Québec. Est-ce que c'est vraiment différent de tous les autres postes que vous avez eus? En fait, quand moi, je suis directrice générale exécutive, hein, c'est oui, bien. C'est Lisa Frula qui est directrice générale et tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, Lisa Frula et moi, on était des collègues à l'Assemblée nationale, on se connaissait bien. Et en termes de direction de l'école, on est complémentaires. Elle a une expérience qui est différente de la mienne et on se complète bien. Parce que, compte tenu justement de cette expérience gouvernementale que j'ai acquise au fil des ans, je m'occupe des relations gouvernementales, parce que l'ITHQ, c'est à Montréal. C'est une belle école. C'est la seule école au Canada qui offre les 3 niveaux d'enseignement dans le secteur touristique. Alors, on ne retrouve pas ça ailleurs. Alors, ça donne une envergure à l'école. C'est une référence au Canada dans le secteur touristique, hôtellerie et restauration. Alors, c'est intéressant et elle est très crédible parce qu'on sait qu'au niveau restauration, il y a eu d'énormes efforts. Vous vous souvenez, ça fait 50 ans que l'ITHQ existe. Ça a été créé suite à l'Expo 67. Alors, vous vous souviendrez qu'il y avait des chefs français qui étaient venus pour l'Expo 67 et qui ont décidé de demeurer à Montréal et qui ont éventuellement créé cette école-là. Et on a travaillé au niveau cuisine, culinaire au début. Ensuite, on a ajouté collégial et universitaire. Puis là, on vient d'avoir la possibilité de donner un grade universitaire dans nos secteurs en juin dernier. Alors, c'est fantastique. Et combien d'années de travail, parce que ce que vous faites ça, vous travaillez avec le gouvernement, vous essayez de ce côté-là de l'affaire. Combien d'années est-ce que ça a pris pour avoir ce statut de donner des grades universitaires? Écoutez, ça a pris au moins une dizaine d'années que la demande était faite par les THQ, par l'Institut. Et il y a eu différents gouvernements qui ont passé, différents ministres, autant à l'Éducation qu'au Conseil du Trésor, qui sont passés. Et ça aboutissait presque et on changeait de ministre, alors donc, et changer de gouvernement. Donc, et comme c'est un institut à l'intérieur du gouvernement, on ne peut pas revendiquer de la même façon que une autre organisation venant de l'extérieur du gouvernement pourrait faire des pressions. Alors donc, c'était un peu aussi la difficulté du dossier, le défi de trouver la bonne façon
de présenter le dossier et ça a été voté dans le cadre d'un projet de loi omnibus. Et c'est fort intéressant parce que ce projet de loi-là touchait le tourisme de façon particulière avec Airbnb, toutes les locations Airbnb. Ensuite, Netflix, dont le ministre des Finances voulait apporter une taxe pour donner une équité. Ensuite, il y avait toute la question d'Uber, les taxis Uber, pour s'assurer que ceux qui sont avec Uber ont le même traitement par le ministère du Revenu que les autres taxis. Et l'ITHQ, donc, ça a été un projet de loi qui a démontré l'équité pour permettre aux étudiants québécois d'avoir un grade universitaire en gestion hôtelière comme à l'international, puis aussi de profiter du programme de prêts et bourses auquel il n'y avait pas accès dans le passé. Oui, mais avec tous ces autres enjeux-là, oui. qui étaient beaucoup plus, mettons, politiques et controversés, avez-vous passé un peu sous le radar pour ça, là, étant le quatrième dans... En fait, est-ce qu'on était le quatrième ou le premier? Mais oui, c'est ça. Il y avait, je pense c'est moins controversé. Pardon? C'est beaucoup moins de controverse pour vous là, que pour les autres enjeux. Là. Effectivement, c'était moins controversé. Peut-être, je pense que là, même le monde universitaire avait accepté le fait qu'un diplôme universitaire pouvait être accordé à l'ITHQ. Alors ça, c'était une bataille qui avait été livrée. En tant que tel, parce qu'il devait sûrement y avoir, on ne me l'a pas tout dit, mais il devait y avoir une résistance à ce niveau-là. Mais ils sont très jaloux de leur diplomation. Là. Oui. Et n'oubliez pas que l'ITHQ, donnant les 3 niveaux d'enseignement, offrir un diplôme universitaire, ça ressemblait peut-être au conservatoire de musique. Mais par rapport aux grandes universités québécoises, on était dans un autre défi. Mais le tourisme avait besoin... Et les métiers et les professions touristiques avaient besoin d'un diplôme universitaire, d'une valorisation puis d'une crédibilité, comme c'est donné ailleurs. Mais nous, ici au Québec, on était un petit peu en retard. Je sais que vous travaillez beaucoup avec la politique maintenant, mais est-ce que la politique active, de temps en temps, vous manque? Non, je ne peux pas dire que ça me manque parce que je l'ai vécu, j'ai adoré ce que j'ai fait comme députée dans un comté rural, les amitiés, les contacts, les défis, tout ça. Mais c'est exigeant, la politique. Et quand on est dans un comté rural, entre autres, c'est 7 jours par semaine. Alors, c'est les fins de semaine, 32 maires, 3 préfets, avec toutes les activités, les distances à parcourir. Moi, j'étais chanceuse de ne pas avoir d'accident parce que autant en été qu'en hiver. La Certitude du Québec m'aidait beaucoup à l'époque parce que j'appelais pour savoir si les routes étaient belles. Puis il me disait, ouais, Madame Dionne, là, vous pouvez y aller là. Ou une autre journée, il me disait, Madame Dionne, là, risquez pas votre vie et mettez-vous pas dans le trouble, puis mettez-nous pas dans le trouble non plus. Alors, ça voulait tout dire. Alors, j'étais quand même bien entourée. Mais c'est aujourd'hui difficile, la politique, hein? Quand on y pense, on pense aux médias sociaux qui sont très durs avec les politiciens. Et moi, je dis toujours que quand on se lance en politique, on est convaincu qu'on peut faire la différence. Peut-être dans un secteur d'activité, peut-être dans un comté, peut-être au Québec. On ne peut pas se lancer en politique si on n'est pas convaincu, honnêtement, de ça. Mais à partir du moment où on fait ça, c'est tout un défi pour... des fois, on oublie sa famille pour se lancer en politique parce que c'est tellement exigeant. Alors, dans le moment où on est très dur avec les politiciens, puis je pense que c'est peut-être parce que les décisions ne sont plus aussi faciles qu'avant. Il y a beaucoup d'angles à considérer. Et quand on est devant un journaliste, on a un scrum de 15 secondes. Et en 15 secondes, on ne peut jamais expliquer tous les impacts d'une décision politique. Alors, c'est un peu ça aussi qui est difficile. Comment faire dans un monde qui vit rapidement, dans des médias qui ont besoin d'avoir des 15 secondes, comment on fait pour expliquer des décisions qui ont beaucoup d'impact, puis qui méritent d'être expliquées un petit peu plus longuement? C'est pas facile, hein? Alors, c'est pas facile d'être député.
Parce que la famille aussi en subit les conséquences. Hein? Mhm. Les gens autour de nous, ils sont pas toujours, ont pas le même défi en tête. Alors, il y a des familles qui trouvent ça dur. Hein? Alors, vous êtes bien correct ailleurs. Oui, oui. Grâce à cette expérience-là, je ne regrette pas de l'avoir fait. Pas du tout. Je regrette pas toutes les expériences différentes que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Et moi, je ne suis pas prête à prendre ma retraite tout de suite. Hein? Il reste encore des belles années. Je vois des gens qui sont au-dessus de 70, qui ont encore des belles carrières. Et je pense que faut rester agile et actif longtemps. Merci beaucoup, Mme Dionne. Ça fait plaisir. À la prochaine.